tous. Bonjour Sylvain. Bonjour Martin. Alors, nous voici... Je suis lent. Bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Bonjour Martin. Bonjour Jube. Bonjour Jube. Nous revoici pour le troisième trimestre 2018 pour un nouveau classement, un nouveau top 10. On a chacun fait notre top 10 de nos jeux préférés, basé uniquement sur notre plaisir personnel, notre subjectivité. Bien. C'est bon. Et puis voilà, on va lancer le top 10. Ouais. On va commencer par le numéro 10. Alors, en 10e position, j'ai choisi un petit jeu d'une gamme que j'aime beaucoup chez Yellow, la gamme Minigame. Il s'agit de Nessos. Donc Nessos, c'est un tout petit jeu qui fait un petit peu... On en parle plus tard. On en parle plus tard. Oui, effectivement, quand on a un jeu en commun dans nos listes, on en parle à son meilleur classement. C'est ça. Alors moi, en 10e position, j'ai placé un petit jeu de roll and write comme il y en a tant, qui s'appelle Criss Cross. Donc je sais pas si quelqu'un l'a placé. Tu non peux y aller, pour moi c'est bon. Donc c'est un jeu de roll and write, donc on lance les dés, on doit placer dans une grille comme on a l'habitude. Celui-ci est bien malin, puisque chaque fois on a deux symboles à mettre, et puis il va falloir mettre les symboles par deux, donc c'est pour ça que ça va avoir du mal à matcher dans toutes les directions. Et puis il a la particularité d'avoir été fait par quelqu'un qui fait des jeux depuis pas mal de temps, qui s'appelle Rainer Knizia, qui est un petit peu le Paul McCartney du jeu, quoi. Voilà, donc qui continue à faire des jeux et des bons jeux quand il n'est pas occupé à rééditer ses vieux bons jeux. Petite chose que je voudrais rajouter quand même, c'est qu'il fonctionne très bien avec ces magnifiques pistes de dés. Il y a des pistes de dés superbes. Et c'est vraiment, regardez un peu. Regardez comme le jeu va bien à lancer dans la piste de Ça dés. reste pas dedans. Donc très bon jeu à jouer Avec la piste de dés. Ok. Allez, je me jette à l'eau. Et en top 10, j'ai donc mis Pouf Party. Alors Pouf Party, c'est un jeu qui était sorti à la base en 99 en Allemagne. T'as quelle mémoire? Avec un nom très... Ah oui, non mais ça je connais. Abidenpool, ça je suis moins sûr de la prononciation. Je suis pas. Si un Allemand écoute cette vidéo, je pense qu'il sera content. Mais ouais. Oui. Voilà. Donc Pouf Party, c'est un jeu dans lequel on va être autour d'une piscine. Il va y avoir plusieurs meeples, 3 de chaque couleur. Au début de la partie, on va piocher secrètement une couleur. Donc évidemment, il faut à aucun moment révéler sa couleur. Le but du jeu, ça va être d'être le dernier joueur à avoir des meeples à sa couleur autour de la piscine. Donc un tour de jeu, c'est très simple. Tu vas expliquer tout le jeu? Ouais. Ça va être une longue vidéo. Hein. Vas-y. Alors en numéro 10, j'ai décidé de mettre le jeu Plouf Party. Moi, en 9e position, pour ce trimestre, j'ai mis un jeu qui s'appelle Bataille pour Rokugan. Battles for Rokugan, c'était en anglais. C'est un jeu qui est sorti chez FFG et qui se passe dans le monde de Légende des 5 Anneaux, où FFG a récupéré la licence et nous a déjà ressorti le jeu de cartes en l'améliorant un petit peu, et c'est très sympathique. Et a le jeu de rôle dans les tuyaux, et puis ils ont montré à la Gen Con quelques figurines qu'ils faisaient avec Privateer Press qui fait War Machine. Donc ils ont beaucoup de choses en préparation, parce que FFG, quand ils ont une licence, c'est vrai qu'ils vont un petit peu la presser jusqu'à la moelle, mais quand on aime, c'est pas forcément gênant. Là, ils ont fait un petit jeu qui se joue sur une carte avec les différents clans du monde de Légende des 5 Anneaux qui s'affrontent. Ça peut rappeler un petit peu le Trône de Fer, le jeu de plateau dans lequel on mettait aussi des jetons face cachée. Et c'est aussi long à jouer? Non, c'est pas très long, et surtout c'est pas très cher, parce que c'est des jetons, une carte, enfin une map et des cartes. Et quand il est sorti l'an dernier aux États-Unis sur BGG, on lui a reproché de ne pas avoir assez de matos et de ne pas être assez cher. Pour quelques dizaines d'euros, vous avez un bon jeu complet, pareil, dans le monde de Légende des 5 Anneaux, et qui est très sympa, assez retors, et voilà, où on aime bien se faire des fourberies et des trahisons. Voilà. Ouais, moi, je n'ai pas joué encore, donc je ne l'ai pas mis dans mon classement, mais ça me donne bien envie d'essayer. Alors en numéro 9, j'ai mis un jeu d'enchères qui s'appelle Peanut Club. Un jeu d'enchères à la criée, c'est comme ça qu'on dit, oui. Dans lequel on va avoir plusieurs monnaies, donc les millions de dollars, les cacahuètes et les chameaux. Donc c'est un jeu très rigolo dans lequel on va essayer de miser pour gagner des objets aux enchères. Donc 1 million de dollars, 2 millions de dollars, non, 3 chameaux, 4 chameaux, 5 cacahuètes. Et à tout moment du jeu, grâce à certains pouvoirs qu'on va avoir, des jetons pouvoirs, on peut changer. Se dire, ok, les chameaux qui étaient la monnaie la plus puissante, ça devient la monnaie la plus faible. Donc c'est un jeu très dynamique. Et ensuite, celui qui va remporter l'enchère, il va gagner donc ces objets avec des petits symboles. Et c'est un jeu de collection où à la fin de la partie, il faut essayer d'avoir le maximum de symboles pour gagner des points. Les illustrations sont très chouettes et les titres des cartes sont sympas. Toutes les cartes, il y a une blague qui fait mouche avec des références geeks qui fonctionnent très
très très bien. Et, ouais. En numéro 9, j'ai mis un jeu sur lequel on s'excite un petit peu. Il s'agit de Bonk. Top. Je l'ai peut-être mis aussi. Donc on en On en parlera plus parlera un tard. petit peu plus tard. En numéro 8, j'ai mis un jeu qui s'appelle Raid. Donc Raid, c'est un jeu dans lequel on va être des vikings et on va faire 4 voyages en drakkar. Donc un voyage, ça correspond à un tour de piste. Pendant ces voyages, donc pendant ces tours de piste, on va devoir récupérer des tuiles pour marquer des points en fin de partie. Là où le jeu est très malin, c'est qu'il utilise la même mécanique, enfin, quasiment la même mécanique que le jeu de Tokaido à l'époque. C'est-à-dire c'est le dernier joueur sur la piste qui va jouer. Et à ton tour de jeu, tu peux décider de te mettre où tu veux. C'est-à-dire que tu peux carrément avancer et faire tout un voyage d'un coup parce qu'une tuile t'intéresse. Par contre, c'est pas forcément judicieux parce que tant que les autres joueurs ne t'auront pas rattrapé, tu ne joueras pas. Donc ça, c'est une mécanique très intéressante, très intelligente. Il faut savoir que les auteurs, c'est également les auteurs de Elysium. Et un autre jeu qu'on a plutôt bien aimé sur un monde de jeux, c'est le jeu Pyramids. En numéro 8, j'ai choisi un Kickstarter qui répond au doux nom de Spirit of the Forest. Est-ce que vous l'avez placé dans votre classement? Non. Non. Alors il s'agit de la réédition d'un vieux jeu qui s'appelait Richelieu à l'époque. Ouais. C'est juste un petit jeu de cartes et là c'est réédité d'une manière absolument magnifique. Certains Magnifique. diront que c'est trop beau. Parce que moi, j'ai une vieille version de Richelieu qui m'avait coûté... c'était pas en euros, c'était en francs à l'époque. Mais voilà, c'était vraiment minimaliste. Et là, ils ont mis le paquet. Voilà, donc c'est un tout petit jeu qui est presque un jeu abstrait dans lequel on fait des collections de tuiles. Et les cartes ont été remplacées par des tuiles en bois. Je ne sais pas si c'est du bois, je ne sais pas ce que c'est comme matière. Mais de très bonne qualité. On a des gros œufs à la place des jetons qu'il y avait dans Richelieu. Du placo. Ouais, non, le matos, Donc, il est magnifique. un Même, matos même de la, fou. même la boîte, c'est... Du coup, effectivement, c'est un peu cher et un peu trop presque pour le type de jeu que c'est. Mais pour ceux qui aiment collectionner des beaux objets, ce qui est un peu mon cas sur ce type de jeu, c'est un plaisir d'avoir ça. Je connaissais Richelieu depuis longtemps et ça m'avait un petit peu rappelé Seven Wonders Duel, où il y a des alternances, on joue à deux, et de temps en temps on sait qu'on va pas découvrir telle carte parce que ça va laisser une carte verte, etc. Donc on va détuiler de l'autre côté jusqu'au moment où on va se coincer. Là, on a un petit peu le même souci, quoi. On ne veut pas laisser une opportunité à l'autre, donc on joue de l'autre côté du plateau. Ça rappelle un petit peu ça et c'est vraiment un très bon jeu. Alors moi, pour mon numéro 8, je vais vous parler d'un autre jeu de chez FFG. Il s'agit de Fallout. Encore une fois, il était sorti il y a quelques mois en anglais. Il nous arrive ici dans une version française. Donc c'est l'adaptation du jeu vidéo à succès où il y a eu plusieurs épisodes, dont je ne suis pas spécialiste. Mais par contre, ceux avec qui on a joué, qui étaient spécialistes, ont vraiment beaucoup adoré le jeu. Moi, je peux juste vous parler de la mécanique et puis voilà, du ressenti. Ça rappelle par certains côtés Les Contrées de l'horreur, qui est donc un jeu paru chez FFG sur le thème de Cthulhu, mais qui était coopératif. Là ici, c'est pas du tout coopératif, c'est chacun pour soi. Et chacun va jouer un aventurier un personnage dans ce monde désolé. Donc on peut partir avec un super mutant, avec une goule, avec un rescapé, voilà. Et on va pouvoir faire des quêtes dans les endroits où on va se trouver après avoir affronté les bestioles irradiées qui peuvent se trouver. Mais il y a un côté très très narratif, c'est-à-dire que on va choisir un scénario au début qui va nous donner une map particulière et puis qui va nous donner des quêtes de départ, et on a des petits paquets de quêtes assez réduits, d'une dizaine ou quinzaine de cartes, je ne sais plus exactement, et à mesure qu'on va faire des quêtes, en fait on va aller re-remplir ce paquet de quêtes génériques avec les quêtes spécifiques, et on va pouvoir vraiment avoir une continuité dans les quêtes qu'on va faire du début jusqu'à la fin du jeu. Mais c'est très agréable à jouer, et encore une fois FFG nous a trouvé un nouveau moyen de résoudre des tests avec des dés. Il y a juste 3 dés qui servent à faire tout le temps, et à tout moment du jeu on lancera uniquement 3 dés. Ils ont réussi à faire quelque chose avec ça, et voilà, j'aime beaucoup. Ok. Ben moi j'ai acheté le jeu vidéo, mais j'ai pas encore enlevé le plastique. Donc tu n'as pas joué? Le jeu de plateau non plus. Ok. Mais si tu achètes la boîte du jeu de plateau, tu n'enlèveras pas le plastique non plus, Non, pour être non, raccord. voilà. D'accord. En 7e position, j'ai choisi un jeu de Yellow, on a déjà parlé de Reds, il s'agit de Dawn Force. Que j'ai mis un petit peu plus loin. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Voilà. T'as beaucoup parlé pour l'instant, toi, Merci. tes jeux. Hein. Jube. Alors, moi, en numéro 7, je vais vous parler d'une extension d'un jeu bien connu à succès qui s'appelle Terraforming Mars, et avec l'extension Prélude. Que j'ai mis un petit peu plus haut. D'accord, Ok. voilà, je te rends l'appareil. Donc du coup, je vais attaquer avec mon numéro 7,
Tu l'as cité tout à l'heure, il s'agit de Bonk. Ah, que tu n'as pas mis. Non. C'est dommage. Excellent. Donc Bonk, comme on disait tout à l'heure, c'est une grande boîte, donc on ne va pas la sortir, tu mettras une image. C'est un jeu en bois qui va se jouer avec 2 équipes de 2 joueurs. C'est tout simple. On a une bille en bois au centre du plateau, des pentes de chaque côté, et chaque joueur va avoir une petite rampe de lancement qui va pouvoir incliner. Et sur cette rampe de lancement, on met des billes, et le but du jeu, c'est de frapper la bille en bois pour essayer de mettre des buts chez l'équipe adverse. Voilà, donc c'est tout simple. C'est un jeu d'équipe. Exact. C'est l'aspect qui est très sympathique dans ce genre de jeu. Très souvent, on a au Wikic ou alors à l'autre jeu Zigamic dont j'ai oublié le nom. Un classique, c'est 1 contre 1. Et là, le fait de jouer à 2 contre 2, ça crée à la fois une animation autour de la table et un sentiment d'euphorie quand une équipe gagne, qui est sans comparaison en fait. Ouais. C'est exactement ce qui fait que moi je l'ai classé, c'est qu'à partir du moment où on met un but, on se tape dans la main, on crie de joie, enfin t'as vraiment l'impression d'être dans un match de foot, il manque plus que les commentateurs sur le côté, c'est vraiment au niveau de l'ambiance. Il y a un côté très sympa, c'est donc on envoie les billes pour pousser la bille de bois, donc les billes traversent le plateau et vont souvent se retrouver dans la réserve de l'autre, et le nombre de billes étant limité, on peut se retrouver sans billes, et puis attendre que les autres jouent, etc. Et quand l'un des 2 joueurs d'une équipe n'a plus de billes, il peut mendier des billes à l'autre et son partenaire peut lui passer des billes. Donc voilà. En 6e position, j'ai placé un jeu que Sylvain nous a cité il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Dawn Force. C'est moi. C'est toi, oui. D'accord. Donc on peut en parler. Ouais, vas-y. On peut en parler maintenant. Donc Dawn Force, c'est un jeu de course automobile. Donc voilà, on a déjà vu du Formule D, des choses comme ça. Là, ce qui se passe, c'est que va y avoir des voitures de différentes couleurs qui vont faire la course. Et puis chaque joueur, au début de la partie, va y avoir des enchères pour savoir qui va avoir quelle voiture et qui va récupérer quel pouvoir spécial, puisque chaque pilote de voiture va avoir des pouvoirs spéciaux. Et donc au cours de la partie, il va y avoir des mises pour savoir quelle voiture va arriver en tête. Et puis donc c'est un jeu de bluff, de jouer ses cartes au bon moment. Et il y a une grande partie du jeu quand même qui se fait au moment de la mise, puisque on a toutes nos cartes avec lesquelles on va jouer pendant la partie dès le début, et on va essayer de miser en fonction de ce qu'on va pouvoir faire comme bon coup au cours de la partie. Il y a une partie de pari, puisqu'on va parier à différentes étapes durant la partie, et il y a une grande partie de tchatch autour de la table, puisque évidemment il faut encourager ses adversaires à jouer d'une certaine façon, ce qui peut poser problème éventuellement avec des joueurs qui ne supportent pas ça, parce qu'il y a... Moi, j'ai fait plusieurs parties qui n'ont pas fonctionné du tout parce que c'était des joueurs qui réagissent très mal à la tchatch, qui ont tout de suite l'impression d'être manipulés, et dans ce cas-là, c'est pas agréable. Mais avec les joueurs qui apprécient ça, ça marche très bien. Alors en numéro 6, c'est un jeu dont tu as parlé tout à l'heure qui s'appelle Nessos. C'est bon ? Vas-y. Ok, donc Nessos, c'est un jeu qui me rappelle un petit peu le poker des cafards. C'est un jeu dans lequel on va proposer une carte à un adversaire. Soit une carte avec des points. Dans ce cas-là, on est obligé, donc face cachée évidemment, mais on est obligé de dire la vérité. Tiens, je te donne un 8, Martin. Soit on passe une carte avec caron, et dans ce cas-là, on doit mentir en disant tiens, je te passe un 8. Ensuite, l'autre joueur va avoir plusieurs choix. Soit il accepte la carte, il la met devant lui, soit il la retourne à l'envoyeur, soit il ajoute une carte de sa main pour la passer à un autre joueur. Et encore une fois, c'est un jeu dans lequel on va discuter, on va bluffer. Oui, c'est très vraiment simple. le jeu, est-ce que tu prends ce que je te donne, et dans lequel il y a beaucoup de bluff. C'est ça. Donc c'est léger, c'est un nouveau jeu de la gamme minigame qui comporte quand même pas mal de bons petits jeux. Alors en numéro 6, j'ai choisi de mettre un jeu, donc c'est le 3e épisode de la gamme, en sachant que c'est le 2e épisode de la gamme. Ouais. Parce que le 2e épisode de la gamme, c'était pas un nouvel épisode, mais une déclinaison du premier épisode de la gamme. Il s'agit de Century. Donc Century, c'est un jeu dans lequel on utilise des cartes pour faire une sorte de programmation et obtenir des ressources qui vont permettre de marquer des points de victoire. Et c'est une course aux points de victoire, c'est un jeu très simple. La différence avec la nouvelle version de Century, donc qui s'appelle Merveille orientale, c'est simplement que nos cartes sont posées sur la table, c'est des hexagones sur lesquels on va se déplacer et que tout le monde les voit. Donc on peut vraiment jouer davantage en essayant de calculer les coups de ses adversaires, et pour moi ça change tout, parce que d'un seul coup j'aime beaucoup le jeu, alors que Century j'aimais bien. Et là j'aime beaucoup. Alors moi c'est le contraire. J'aimais beaucoup le Century normal parce que, comme tu l'as dit, c'est très simple. Là, tout à coup, ça rajoute vraiment de la complexité au jeu.
Et du coup, moi je préfère sortir le jeu très simple qui combote beaucoup plus facilement, qui s'enchaîne beaucoup plus. C'est très complexe. Hein. Je pense pas que ce soit pas très complexe, mais plus complexe. Et du coup, quand je joue à celui-là par rapport à l'autre, c'est qui a plus des similitudes. Calculatoire, c'est plus calculatoire. T'as plus de contrôle parce que tu vois plus où en sont les autres, et puis il faut plus prévoir et moins jouer à l'aveugle, je pense. Il y a vraiment des sensations de course pour les objectifs qui ont donné des points de victoire et aussi pour les bons coins à champignons sur le plateau. Moi, je l'ai aussi préféré au premier. Pour moi qui ai fait plusieurs parties, selon les adversaires, ça se joue pas de la même façon parce que la deuxième partie, je me suis fait laminer dans la mesure où j'avais déjà des automatismes d'une première partie mais qui marchaient plus du tout. C'est pas du tout les mêmes. Il y a vraiment une évolution dans le jeu. J'aime bien ça, moi, dans un jeu de société, de voir que c'est pas toujours le même jeu auquel on joue. Numéro 5. En numéro 5, j'ai décidé de placer un jeu que j'ai trouvé super original. Et généralement, j'aime les jeux qui sont super originaux. C'est pour ça que j'ai décidé de le placer en numéro 5. Il s'agit de Bayam. Bayam, qu'est-ce que c'est ? C'est une BD dont vous êtes le héros qui va se jouer à plusieurs. Donc c'est très simple. On a 4 bandes dessinées avec 4 personnages, donc même si l'histoire est commune dans chacune des BD, chaque personnage sur sa BD verra des choses que les autres ne vont pas. Les choses qu'on va voir, c'est quoi ? C'est des petits numéros qui font des références à d'autres pages sur lesquelles il faut aller. Donc on lit l'aventure tous ensemble, jusqu'au moment où donc, un joueur va voir un petit numéro que les autres ne verront pas, et il pourra donc aller à la page correspondante. Et moi, encore une fois, c'est un peu comme Château Aventure, c'est ce genre de jeu vraiment originaux qui nous emmène un petit peu ailleurs. Ça crée une expérience de jeu qui est complètement nouvelle dans la mesure où ça ressemble pas à un jeu de société véritablement. Je sais pas vraiment le classer. En fait, c'est une gamme de livres créée par Macaca Édition, c'est pas une blague, une gamme de livres dont vous êtes le héros, mais qui se joue tout seul à la base. Donc ce sont juste des bandes dessinées qu'on regarde et au lieu de lire les cases dans l'ordre, on va à une case beaucoup plus loin dans l'histoire. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on peut jouer à 4, chacun a un petit livre différent, comme tu l'as très bien dit. Merci. Et c'est pas trop... Parce que le dessin, ça fait très BD pour ados, en fait. C'est l'impression que ça donne. Est-ce que le scénar, l'intérêt, ça colle pour les adultes ou on sent qu'il est placé Il n'y a pas vraiment... Je pense pas que ce soit un scénario, c'est vraiment plus un jeu d'aventure. C'est pas pour adultes. C'est clair que c'est quand même des scénarios pour enfants. Il se passe rien, on va pas tuer des gens, il y aura pas de scène d'orgie sexuelle. Ça va rester une découverte bien gentille. Par contre, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je crois que c'était... Il y avait un Sherlock Holmes qui était en cours. Voilà, exactement. Donc vraiment, que ça marche quelque chose de plus adulte. Moi, mon numéro 5, c'est un petit jeu de bluff qui tient dans une petite boîte verte qui s'appelle Robin Hood. Top. On en parlera évidemment plus tard. Donc j'ai choisi Sagrada. Ah, top. On en reparle plus tard, évidemment. Numéro 4. En numéro 4, j'ai choisi une extension d'un très gros jeu. Il s'agit de la dernière petite boîte de Terraforming Mars, dont tu avais déjà parlé un petit peu précédemment. Et donc il y a eu une première extension, Vénus. Il y a eu une première extension qui présentait un plateau double face pour changer. Une première petite extension qui est rangée dans ma grosse boîte. Voilà. Il y a une deuxième extension, donc du coup Vénus Next, qui rajoutait une planète supplémentaire et qui allongeait le jeu, puisque au lieu d'avoir 3 pistes qu'il fallait remplir, on a rajouté une 4e, pour ceux qui connaissent le jeu, on ne va pas rentrer dans les détails. Et maintenant, une nouvelle extension vient de sortir qui s'appelle Prélude, et qui rajoute juste quelques cartes, un petit peu à la manière de la première extension de Seven Wonders, des cartes leaders qu'on se partageait au début de la partie. Là, c'est des sortes de cartes leaders qu'on va se partager et qui vont accélérer considérablement le jeu en début de partie. Autant j'aime pas du tout la deuxième extension, et finalement, moi je l'ai retiré du jeu, je ne joue pas avec, autant cette nouvelle extension permet à la fois d'accélérer la partie et de rajouter une petite dimension que je trouve très agréable. C'est l'occasion de ressortir Terraforming Mars et ça me fait plaisir de le remettre dans mon classement. Ça rajoute du choix en tout début de partie, encore plus de situations de départ, donc encore plus de rejouabilité, encore plus de combos qu'on peut essayer de faire avant même de faire le premier tour de jeu. Et ça rajoute pas beaucoup. Ça ne rajoute pas vraiment de règles en fait. C'est juste, on remet un tas de cartes, on dit une fois, ah bah oui d'accord, et puis on joue comme avant, mais avec un intérêt décuplé. Voilà, c'est vraiment plaisant. Au titre des reproches, c'est le prix de l'extension par rapport au matériel. C'est vrai que quand on l'ouvre et qu'on voit ce qu'il y a dedans, c'est un petit paquet de cartes. On tique un petit peu, mais une fois qu'on joue avec, et puis qu'on l'a acheté, et puis qu'on se dit bah, c'est fait, on est content de l'avoir. En 4e position, je vais vous parler d'un vieux jeu qui nous revient sous de nouveaux atours remplis de lumière et de luxe. Il s'agit de Star Wars X-Wing version 2,
qui nous arrive chez FFG. Donc X-Wing, ça fait un paquet d'années qu'ils nous sortent des vaisseaux régulièrement par vague. Donc ça fait une énorme quantité de vaisseaux. Et surtout, tu joues encore? Bah alors, j'avais arrêté un moment. Mais voilà, l'occasion de cette V2, pour moi, c'était l'occasion de m'y remettre. Parce qu'en fait, ils ont sorti beaucoup de vaisseaux, et ils ont sorti beaucoup de cartes dans les paquets de vaisseaux, qui partaient un petit peu dans tous les sens, et il faut dire ce qui est, si on ne suivait pas, si on faisait pas de la veille de X-Wing, et ben, c'était compliqué de suivre ce qu'on appelle le méta du moment. Il y avait tout le temps un petit peu des combos ultimes qui sortaient à chaque nouvelle vague, et ça devenait moins un jeu de pilotage, ce qui était à la base, qu'un jeu de liste, où l'objectif c'était d'aligner tel truc, et de faire tel exploit de règles. Voilà. Donc là, la philosophie derrière cette V2, c'était de revenir à l'essentiel, au pilotage, et puis de faire un petit peu table rase de toutes les combos à tiroir qu'il pouvait y avoir. On retrouve un petit peu la fraîcheur du jeu du début, sans avoir à s'embêter à toute la littérature. Maintenant, il n'y a plus le coût des vaisseaux, des trucs sur les cartes. C'est une appli qui nous le gère, qui est trouvable également en PDF, mais voilà, l'idée c'est qu'ils aient l'appli pour remettre à jour régulièrement sans être obligé de racheter des cartes. Quand ils feront des tournois spéciaux, ils ont déjà annoncé qu'ils feraient des compos spéciales, enfin des règles spéciales de composition d'armée, et ils feront ça avec leur appli. Et on a également des cartes qui nous permettent d'avoir des pilotes tout équipés, par exemple Luke Skywalker avec ses torpilles à protons, avec R2D2, etc. Et ils leur ont mis un niveau de menace qui va de 1 à 5, et quand on fait une partie standard comme on faisait avant, c'est 8 niveaux de menace. Donc en fait, on prend ça, on va chercher, et on a des combos de pilotes avec leurs cartes qui sont faits, mais qui sont clés en main. Et pour initier des nouveaux joueurs, pour démarrer une partie très rapidement, c'est vraiment quelque chose de génial, parce que le souci de la fin de la V1, c'est que si on n'avait pas tout le temps le nez dans les cartes, fallait un petit peu une demi-heure pour tout lire et se dire qu'est-ce que je vais mettre. Donc là, voilà, retour aux sources. Pour les nouveaux qui veulent s'y mettre, c'est bien, ils ont le nouveau train à prendre en marche. Pour les anciens comme moi qui avaient leur truc qui prenait un peu la poussière, c'est l'occasion pour pas trop cher de dire ah c'est bon, tout est shiny, je peux rejouer avec tout, et voilà. En numéro 4, j'ai mis le jeu Sagrada. Donc toi tu l'avais déjà placé plus haut, toi tu en parlais pas parce que toi c'est role player. Ouais. Moi c'est role player. Il y a 2 écoles. Si on joue à une partie à 3 joueurs, on va avoir sur la table 7 dés. Donc dans un sac, on pioche les 7 dés, on jette. Chaque joueur va choisir un dé qu'il va devoir placer ici pour constituer son vitrail. Donc évidemment, si vous avez ici par exemple du orange, vous êtes obligé de mettre un dé orange. Si vous avez ici du 5, vous êtes obligé de mettre un 5. Et donc, en respectant ces différentes contraintes, il va falloir placer ces dés afin de réaliser des objectifs qui auront été choisis ou tirés au sort en début de partie. Des objectifs communs pour tous les joueurs. Donc c'est un jeu de partage de dés. C'est ça. On va se les partager en essayant de prendre ceux qui nous intéressent le plus et d'empêcher les autres de prendre ceux qui les intéressent le plus. Le fait d'avoir des différents objectifs à chaque partie, différents pouvoirs également, on peut utiliser des pouvoirs qui permettront de changer la phase de certains dés, des choses comme ça, fait que la rejouabilité est très bonne. Le jeu est beau, le jeu est bien, et évidemment, avec une piste de dés, c'est encore mieux. Numéro 3. Et moi, en 3e position, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a assez peu de temps en Kickstarter, et qui s'appelle... Donc Route, c'est un jeu qui a été un petit peu comparé aux jeux Coin, dont j'ai parlé la dernière fois, qui sont des gros jeux très asymétriques, parce qu'on va retrouver un côté très asymétrique. Par contre, il va y avoir un côté très cartoon dans les dessins. Ça fait très léger, c'est les petits animaux de la forêt, etc. On a des petits meeples en forme de chat, en forme de raton laveur et en forme de loutre. Mais la symétrie va vraiment être poussée très très loin, c'est-à-dire que l'objectif pour chaque faction, ça va être de scorer 30 points, mais chaque faction va jouer d'une manière différente et va scorer ses points de manière totalement différente. Ça se joue en 1 heure, 1 heure et demie. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que comme toutes les factions se jouent de manière différente, il faut faire une partie avec sa faction pour comprendre comment la jouer, mais aussi il faut aussi faire une partie avec une faction pour comprendre comment la contrer après quand on l'a en face. Il y a combien de factions ? Il y en a 4 dans le jeu de base, et ils en ont rajouté 2 autres dans l'extension qui était disponible avec le Kickstarter. Et ils ont réussi à vraiment équilibrer le jeu, comme ça, avec toutes ces factions, cette jouabilité différente. L'équilibrage se fait un petit peu avec les joueurs. Quoi. Si un joueur est parti trop en tête, les autres vont essayer de le contrer. Normalement, il doit sortir en français chez Matago, je crois. Je le prendrai chez Matago, moi. Bon, moi, j'ai hésité à faire le KS, et je regrette pas, parce que je préfère l'avoir en français. En numéro 3, j'ai décidé de mettre le jeu Robin Hood. Que j'ai mis un petit peu plus haut. Ouais. D'accord. Et que moi, j'avais placé en 5e. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Plus. Il est sur mon podium.
En numéro 3, j'ai choisi de mettre le jeu Unanimo Party. Que j'ai décidé de mettre un petit peu plus haut. Il est sur mon podium. Très belle On est déjà imitation. au top 3, et on est déjà dans le podium, tas de con. Numéro 2. En deuxième position, c'est un jeu, j'en ai parlé précédemment en disant que je l'avais mis un peu plus haut sur mon podium. Il s'agit d'Unanimo Party. Alors Unanimo Party, pour ceux qui connaissent Unanimo, c'est comme Unanimo, mais un petit peu différent. On va rappeler qu'Unanimo, c'est un jeu dans lequel on a des images et chaque joueur doit écrire 6 mots que cette image leur Évoque. suggère. Au lieu d'avoir une image, on va avoir un thème. Donc voilà, on est typiquement dans le party game, dans le jeu d'ambiance où il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de la table. Donc on a un thème qui est donné et chacun va écrire 6 choses en rapport à ce thème. Le but est donc étant d'avoir un maximum de mots en commun avec les autres joueurs pour marquer des points. Moi, j'adore Unanimo, c'est extrêmement simple, mais ça déclenche des fous rires. On Bien ne sûr. peut pas expliquer comme ça parce que simplement le fait que des joueurs sur un thème donné aient marqué une grosse bêtise qui n'a aucun sens, ça déclenche toujours un fou rire. Et c'est pas toujours évident de trouver 6 choses, par exemple, qui font peur aux enfants. Là, c'est le thème. On va plus loin que dans le jeu qui est uniquement basé sur les images où il y avait cet écueil que certains joueurs notaient ce qu'ils voyaient sur l'image, voire la couleur des fois. C'est ça. Et ça manquait parfois un petit peu de profondeur. Et je le conseille tout particulièrement si vous avez l'occasion de vous procurer les grandes plaques. Je vais vous attraper une grande plaque et jouer sur des grandes plaques comme ça, on ne sait pas où les mettre, on a tous l'air débiles avec. Je trouve ça, ça rajoute une dimension supplémentaire au jeu. Ce qu'on a fait après le week-end jeu qu'on a organisé, on s'est réunis sur des fauteuils, on a pris nos grandes plaques et on a sorti des thèmes, les gens que j'aime le moins. On s'est amusé avec Sylvain et Aline à écrire dans l'ordre. On a joué pendant 1 heure à ça. Mais je te le conseille. On Le ferait plus plein de moche. thèmes. Non, on n'a pas fait le plus moche. Non, Ouais, celui qu'on ravitera le moins. ouais. Vous allez couper ou pas forcément Non. ça En numéro 2, j'ai choisi un petit jeu, Robin Hood, Robin Hood. il me semble que je l'ai mis un peu plus bas. Du coup, on peut en parler. On peut en parler? Ouais, moi Voyons. c'était mon numéro 5. C'est vraiment le jeu minimaliste, avec des cartes qu'on va poser sur la table, qui fait un petit peu penser à Coup. Oui. Qui était sorti chez Ferti en France, Traduit par complot. traduit en complot, Coup. effectivement. Ouais. Ouais. Et un jeu dans lequel on regarde une carte, secrètement on voit ce que c'est, on annonce quelque chose et les autres joueurs peuvent dire non ou oui. L'idée principale du jeu, c'est que effectivement on peut jouer des rôles qu'on n'a pas regardés forcément. Et comme on a 2 vies, si jamais on est contredit alors qu'on n'avait pas fait d'erreur, c'est l'adversaire qui perd une vie. Et dans l'autre cas, bah, c'est nous qui la perdons. Ça peut aller très vite. J'ai pas encore ressorti complot, j'aime bien y jouer assez régulièrement, ça me dirait bien d'y jouer, mais je pense que Robin Hood, ça se place au même niveau. Et c'est vraiment 2 jeux que j'adore. Et par rapport à Complot, il y a la possibilité d'y jouer en équipe, 2 contre 2. Et voilà, ça Est-ce que rajoute. tu as déjà testé ça? Parce que nous, c'est la seule chose qu'on n'a pas essayé encore. Si, moi on j'ai a essayé. fait. Ouais, puis ça, c'est bien. Ah ouais, Oui, ça marche. tourne, Ça ça tourne marche bien. très bien. Ça C'est le tourne seul bien. truc que j'ai pas encore essayé. Et dans la version donc 2 contre 2, il y a juste un personnage qui est le personnage de la paysanne qui n'a pas de pouvoir dans le jeu de base. Il y en a un qui est remplacé par l'aubergiste, qui est une paysanne qui va permettre de communiquer avec son partenaire pour lui donner des informations. Et voilà. Et du coup, ça fonctionne bien. Et c'est une belle petite boîte, un très bon petit jeu de bluff qu'on peut emmener partout. Et voilà. Alors, moi, en numéro 2, j'ai placé un très vieux jeu qui a été réédité plein de fois et qui nous arrive dans une toute dernière version, et c'est High Society. High Society, c'est un jeu d'enchères, de pure enchère de Rainer Knizia, qui est vraiment très doué pour faire les jeux d'enchères. Moi, c'est un jeu que j'ai connu parce que j'avais la version Amigo, qui s'appelait Einfach Tirich, où les illustrations étaient quand même pas ce qui se faisait de mieux, la qualité du matos pas terrible. Voilà, donc on jouait avec ce genre de choses assez moches. Et par contre, on pouvait bénéficier des blagues, des cartes en allemand, telles que Autoschlange, qui nous a fait rire pendant des années. Voilà. Mais maintenant, ce sera fini, puisque là, on a une nouvelle version donc, qui reprend le nom original de High Society. Donc pour info, c'est 1995, hein, la première édition, avec des illustrations qui font très Mucha, voilà, Art déco, choses comme ça, qui sont vraiment magnifiques. Oui, c'est une très belle réédition du jeu. Moi, je l'avais pas Einfach Tirich. Voilà. Et du coup, moi, j'étais bien content de récupérer ce jeu-là. Je l'ai pas mis dans ma liste, mais parce que c'est un vieux jeu.
mais j'aurais pu, oui. Ça fait plaisir de le ressortir et je vous encourage vivement à l'acheter. Juste pour parler d'un aspect du jeu, c'est que c'est un jeu d'enchères, donc on va miser avec nos cartes d'enchères qui sont défaussées quand on a misé, et à la fin de la partie, celui à qui il reste le moins de points d'enchères, il est éliminé. C'est-à-dire qu'on va pas compter ses points qu'il a achetés en enchérissant tout au cours de la Ça, je partie. trouve que c'est le Donc détail il faut flamber, mais pas Mais trop. Et pareil, il faut bluffer parce que de temps en temps, on se regarde un petit peu quand on n'a plus beaucoup de cartes et à se dire, si ça se trouve, il a moins que moi, donc il sera éliminé, donc je peux... Voilà, le jeu, il est vraiment... au niveau des mécaniques, de l'ambiance, il est vraiment parfait. Et puis là, Il manquait plus que les illustrations. transformer ça par ça, voilà, c'est un gros plus et ça a mérité que je le mette en numéro 2. Numéro 1. Ah, Voici- le numéro 1. Voici le moment tant attendu du numéro 1. Moi, je l'attends avec impatience. Et en numéro 1, j'ai choisi un Kickstarter, Everdell. Et c'est aussi mon numéro 1. Alors moi, je l'ai pas mis... Enfin, Tu l'as pas vous mis en du doutez, tout, mais quoi. je l'ai pas mis du tout. Non. Du tout. Du tout. Alors Everdell, c'est un jeu de gestion, mais de gestion light parce que c'est pas très complexe comme type de jeu. Non. C'est un type de jeu où on va récupérer des ressources. Il y a un petit peu de pose d'ouvrier, Voilà. il y a un petit peu de cartes qu'on va essayer de comboter pour faire des trucs. Donc ça va rappeler de la pose d'ouvrier, ça va rappeler un petit peu les combos. Alors il y en a qui disent Seasons, mais bon, pas vraiment. Non, Mais, non. et puis on va construire quelque chose, un petit peu comme dans Race for the Galaxy, où on a une Il place fait limite. son parterre de cartes, exactement. Voilà. ouais. Et essayer de comboter pour pouvoir sortir beaucoup de choses et comboter pour faire beaucoup de points. Il y a une petite ambiance très bucolique dans tout le jeu, ça rappelle un petit peu le vent dans les saules ou Oui. ce genre de choses. Oui, complètement, j'y avais pas pensé, mais ouais. Il y a deux types de cartes qui sont soit les lieux qu'on va construire. Alors, c'est construit, on peut voir sur le plateau que les petits animaux de la forêt d'Everdell, ils vont aller chercher des petits rondins à la plage des castors, ils vont aller chercher des petits galets ronds, mais bien ronds, pour pas se blesser, des petits coussinets. Et pour construire des maisons avec tout ça, qu'est-ce qu'ils vont prendre pour les coller ensemble? Ils vont prendre de la résine. Donc voilà, là, on va avoir les trois ressources nécessaires pour faire des bâtiments. Et puis sinon, il va y avoir toutes les petites créatures de la forêt qu'elles, on va recruter en leur donnant des baies à manger. Et voilà, là on a fait le tour des ressources. Et il y a un aspect, c'est que chaque construction, chaque bâtiment peut accueillir un habitant de la forêt. Donc on a un système de chaînage qui ressemble à celui de Seven Wonders, c'est-à-dire si j'ai ça, je peux avoir ça gratuit. Et ce qui est intéressant, ce qui est tout mignon, c'est que quand on regarde les cartes, quand on regarde la carte d'un bâtiment, on peut voir en arrière-plan ou quelque part celui qui habite dans ce bâtiment sur le dessin, et quand on va sortir la créature, on va voir ça. Alors moi j'ai fait plus d'une dizaine de parties déjà, parce que ça a beau être très très beau, c'est un des aspects du jeu. C'est aussi un jeu qui est intéressant justement pour le côté combo, pour le côté on va essayer d'optimiser au mieux. Il y a une bonne rejouabilité de par le fait que c'est du placement d'ouvriers et il y a sur le pourtour des emplacements qui vont changer à chaque fois. Il va y avoir des objectifs spéciaux qui vont changer à chaque fois. Et quand on a eu la chance d'avoir le Collector Edition du Kickstarter, on a également des cartes qui vont venir en plus et des cartes légendaires qui vont rajouter encore une couche de jeu. Donc c'est un jeu pour adultes, surtout que cette version-là est en anglais. Mm. J'espère, j'imagine, qu'il va sortir en français tôt ou tard. Je ne sais pas où en sont les négociations. C'est dans les tuyaux, mais en fait, on n'arrive pas à avoir une vraie info, et ça gêne ceux qui n'ont pas fait le premier Kickstarter et qui se demandent est-ce que je l'achète à un tarif prohibitif à cause des frais de port en anglais, ou est-ce que j'attends qu'il soit peut-être réédité. S'il est réédité, est-ce que ce sera la version collector ou est-ce que ce sera une version basique? Je suis passé totalement à côté du jeu. Je sais, j'arrive pas à me l'expliquer en fait. J'aime bien les jeux de pose ouvrier, j'adore les jeux à combo, mais peut-être qu'il y a un mélange des deux, du coup ça va passer sur l'un sur... Je sais pas, j'ai aucune idée de pourquoi j'aime pas. On a fait 2 parties, mais... Tu m'avais dit que ça manquait de ressources pour toi. Et effectivement, il y a peu de ressources, on en récupère peu à son tour. Et ça marche beaucoup par les combos, davantage que par le fait de se poser à un endroit pour en récupérer. C'était peut-être Donc, ce côté c'est voilà, ça oui, que- où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choix, beaucoup de choses à faire, beaucoup de cartes, mais qu'on a finalement très peu de ressources, donc j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment s'amuser comme on le voudrait. C'est peut-être ça qui m'a gêné dans le jeu, c'est vrai. Alors mon numéro 1, c'est un jeu qui est sorti déjà, qu'on avait connu nous à l'époque, il était sorti en anglais, ensuite il est sorti en France, donc il y a déjà Carcassonne. quelques années. Ah, après, pas loin. Et en fait, là, ils le ressortent dans une boîte qui regroupe le jeu de base, la première extension et la deuxième extension. J'en ai donc Carcassonne. profité pour le remettre. Il s'agit de Loup-garou pour une nuit. Et donc là, c'est la boîte Loup-garou Epic Battle qui rassemble donc les 3 jeux. Comparativement à Loup-garou de Tierce-lieu, le maître du jeu va être géré par une application. C'est-à-dire que là, tout le monde joue, on lance l'application, on choisit les personnages qui sont en jeu, tout le monde ferme les yeux,
Ensuite, donc pendant la phase de nuit, les rôles vont être rappelés au fur et à mesure. Chacun va faire son action. Ça va être soit d'ouvrir les yeux pour reconnaître son partenaire loup-garou, soit de regarder la carte d'un autre joueur, etc., etc. Ensuite, la phase de jour, on choisit un temps. Généralement, on met 6 ou 7 minutes, pas besoin de beaucoup plus. On discute. À la fin de cette phase de jour où on a discuté pour essayer de trouver qui est qui sont les gentils, qui sont les méchants, on va faire une phase de vote à doigt levé. Celui qui a le plus de doigts contre lui est éliminé. Si c'est un loup, les gentils ont gagné. Si c'est pas un loup, Voilà, et les loups ont gagné. Le jeu devient extrêmement court comparativement au jeu de loup-garou de base, ouais. de tierce-lieu, qui est beaucoup plus long dans la mesure où on fait plusieurs nuits. Du coup, c'est là que vient le nom, en fait, loup-garou pour une nuit, parce qu'il n'y a qu'une nuit. C'est ça. C'est de là que vient le nom. On est toujours un petit peu gêné par rapport à la version du loup-garou de tierce-lieu de base. C'est pas choquant d'avoir changé juste ce principe d'assemblée et puis de vote. D'avoir réutilisé ça, il n'y a rien de choquant, mais par contre avoir repris justement le thème de loup-garou de dessus, Loup-garou, le chasseur, les personnages. c'est vraiment dommage parce que du coup, moi naturellement, j'en parle peu de ce jeu. Ça me dérange pas d'y jouer parce qu'il est très agréable, mais les joueurs qui n'aiment pas le loup-garou de tierce-lieu, souvent apprécient de jouer au loup-garou pour une nuit. Les joueurs qui sont un peu moins à l'aise vont se contenter de dire moi je suis villageois. Enfin, ils vont rentrer dans le jeu sans forcément avoir besoin d'avoir beaucoup de tchatch. Donc du coup, je trouve que ça marche avec tout le monde. On peut tâter les fesses de son voisin pendant qu'on a les yeux fermés. Enfin, c'est cet aspect du jeu que j'aime beaucoup. Voilà, certains se mettent torse nu, oui, c'est vrai. danser pendant la nuit. Enfin, enfin voilà, c'est vraiment un jeu. Oui, parce qu'il y a une application, ça tu l'as pas dit, il y a une petite application en plus avec une musique qui fait danser. Alors j'ai parlé de l'application, j'ai pas parlé de la musique qui fait danser, c'est vrai. Si vous êtes arrivé juste là, merci à vous. La fois dernière, on était un petit peu long. J'espère qu'au montage, on arrivera à être en dessous des 50 minutes. C'est le but. C'est marqué en bas. Vous savez si on est en dessous des 50 minutes. Alors que nous, on ne sait pas. On n'a aucune idée. Peut-être qu'on est à 200 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 8 heures de rush, en fait? Ça veut dire que j'ai mis des morceaux en boucle, vu qu'on n'a pas enregistré pendant le jeu là. Pourquoi c'est moi qui suis toujours obligé d'être con? Alors, t'as pas demandé de le faire, hein? Oui, c'est vrai. Je trouve ça tellement bien. On vous donne rendez-vous le trimestre prochain. On ne sait pas du tout encore ce qu'on va faire en décembre comme type de top 10. Peut-être qu'on changera un petit peu, on verra. Et à bientôt. On dit bientôt. À bientôt. Ok. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Na 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 na